Bonjour à toutes et à tous, je suis Nora Goffre, je suis donc l'enseignante chargée de votre enseignement à distance anthropologie sociale et culturelle. Comme je vous l'ai mentionné par mail, cet enseignement m'a été attribué très tardivement et par ailleurs, disons que j'ai une approche de l'enseignement qui est fortement imprégnée de ma pratique de l'éducation populaire en temps normal. Et donc qui se veut aussi interactive que possible, qui se base, autant que possible sur, alors déjà l'état de vos connaissances à vous et vos centres d'intérêt, votre, réalité. En fait, j'essaie de partir le plus possible, des étudiantes et étudiants en temps normal dans la conceptualisation de mes cours. Donc, à la fois, ce format-là est tout à fait nouveau pour moi et d'ailleurs j'espère que l'enregistrement fonctionne correctement, que vous avez bien accès, enfin que vous aurez bien accès sur cet enregistrement donc à mon écran. Hem et heu et voilà que la qualité sera satisfaisante. Hem Donc voilà, non seulement ça me demande un petit peu d'adaptation et par ailleurs, heu, malheureusement je n'ai pas pu enregistrer, cette vidéo-là un petit peu d'introduction au cours, puisque comme je vous disais donc cet enseignement m'a été attribué, heu, tardivement parce que le poste était toujours à pourvoir et que malheureusement je n'ai pas et n'aurai pas le temps de concevoir un format, ad hoc adapté à l'enseignement à distance. Pour autant, ça me paraissait quand même important, d'enregistrer au moins donc une vidéo un peu introductive, pour vous donner une vue d'ensemble, en fait, de la manière dont ce cours a été pensé, heu, des grands objectifs pour vous permettre de naviguer de la manière, la plus fluide possible dans les ressources en ligne qui seront mises à votre disposition. Ce que je ferais peut-être quand même, c'est, voir avec vous, je sais pas, peut-être vous envoyer un sondage, pour essayer de trouver un créneau, au moins d'1 heure, mais de discussion avec vous, d'échange, peut-être à 2 reprises dans le semestre, ça serait bien. Voilà, un petit peu de mi-parcours, pour avoir le temps de discuter un petit peu aussi, des évaluations avec vous, je vais y revenir, heu et voilà, pouvoir répondre à vos questions. Je ne sais pas si c'est une pratique habituelle dans l'enseignement à distance, mais j'aimerais bien en tout cas, vous proposer ça. Je vais me renseigner et je reviendrai vers vous. Donc, 1er point effectivement alors attendez, hop là. Bon, organisation des séances, vous êtes pas, concernés. Modalité de contrôle des connaissances, c'est, en fait, vous avez la même évaluation que vos camarades qui sont en présentiel. C'est, en fait, un travail écrit, sur une thématique de votre choix, qui soit quand même en lien avec le cours. Alors je vais revenir sur, ça. L'idée, moi, c'est de vous laisser quand même aussi libre que possible dans le choix de la thématique parce que, l'idée, c'est que ça vous serve, en fait. Donc si vous voyez une manière de rattacher, par exemple, votre thématique de mémoire, de mini-mémoire, je ne sais plus comment vous appelez ça, mais de travail, de recherche, de L3. De relier ça d'une manière ou d'une autre avec, les thématiques qui seront abordées dans le cours, n'hésitez pas. S'il y a une thématique en particulier, qui sera abordée au cours du semestre, qui a retenu votre attention, même si c'est pas lié à votre mémoire, c'est tout à fait, valide aussi. En tout cas, moi dans la manière dont j'ai, pensé cette évaluation, mon souhait c'est, de vous laisser autant de latitude que possible pour explorer quelque chose qui vous intéresse, vous, vraiment. Voilà. Donc normalement, ce cours dans la maquette pédagogique a été pensé comme un cours d'introduction à l'anthropologie sociale et culturelle. Je vais revenir ensuite sur qu'est-ce que l'anthropologie sociale et culturelle.
plus précisément. Mais toujours est-il que, hem, disons peut-être, les attentes que vous avez, et en tout cas ce qui est le plus courant dans la manière de dans ce qui est proposé en général dans ce type de cours introductif, c'est, un peu revenir sur les grandes lignes de, l'histoire de la discipline et donc sur ses bon, généralement pères fondateurs, essentiellement, quelques mères fondatrices, mais voilà, essentiellement des pères qui est donc une des questions, que nous allons, heu, traiter dans ce cours-là. Hem Mais si vous voulez cette approche-là, moi c'est pas celle qui me semble la plus intéressante puisque c'est ce que vous trouverez dans n'importe quel manuel d'introduction à l'anthropologie et ou même en allant poser des questions, à ChatGPT et j'ai envie de vous apporter quelque chose d'un petit peu plus consistant, d'un petit peu plus, voilà de qui quand même, une plus-value même sur un enseignement à distance dans le fait que, heu, voilà vous ayez, Hem, comment dire? Oui, voilà, j'ai envie de vous proposer quelque chose qui soit, un petit peu plus personnalisé, et donc qui ait, une plus-value liée, bah, à l'enseignant ou l'enseignante, spécifique du cours et donc j'ai choisi en fait, une porte d'entrée par, la parenté, la famille et le genre, qui sont 3 thématiques qui sont très liées et qui, d'une part et d'autre part, en particulier la parenté a vraiment été une des questions, une des thématiques phares, historiques de l'anthropologie et donc à travers cette porte d'entrée thématique-là, ça va vous permettre quand même, hem, si vous voulez, de balayer un peu les grands courants de l'anthropologie, sociale et culturelle, les grandes problématiques, les grandes controverses, hem mais je vais essayer de le faire d'une manière qui, à la fois, hem, interroge, non seulement alors des biais à la fois ethnocentrés et androcentrés qui étaient présents, au disons à la naissance de la discipline, mais qui finalement méritent d'être encore interrogés aujourd'hui. Et de faire dialoguer avec des travaux qui soient pas forcément confinés, heu, ni à la thématique, de la parenté, de la famille, ni même à l'anthropologie et finalement avec des questions que vous pouvez vous poser, hem, voilà sur des problématiques qui peuvent vous toucher en fait, personnellement puisque, quel que soit le rapport qu'on ait à sa propre famille, c'est généralement pas un sujet qui laisse indifférent. Donc c'est vraiment, la démarche que j'ai cherché à adopter dans ce cours-là. C'est, c'est voilà une approche, thématisée, problématisée, hem et qui fasse, dialoguer en fait les grands textes, fondateurs de l'anthropologie avec des textes plus contemporains et des textes, bon, critiques de ces textes fondateurs, en particulier, sous un prisme, féministe. Voilà, ça c'est la proposition, du cours. Donc vous allez avoir, voilà, pas mal, de textes qui sont en fait des textes, comment dire? Souvent dans les séances, vous allez avoir, un texte, un peu fondateur, par exemple pour la séance 3, un texte de Claude Lévi-Strauss sur la famille et je vous ai mis à disposition sur Cursus, des textes de théoriciennes féministes qui vont, critiquer l'approche de Claude Lévi-Strauss, qui vont l'interroger, qui vont en souligner, des angles morts, des biais et apporter, des contrepoints, qui soient empiriques ou théoriques. Voilà, donc globalement, ça va être un peu, la démarche, sur l'ensemble, pardon, du semestre. Alors, je voulais quand même vous donner quelques petits éléments, heu, de base, même si voilà, tout ceci figure sur, le PowerPoint et comme je vous disais, c'est des choses que vous trouverez facilement, dans
dans les manuels, mais je tiens quand même à poser quelques bases. Donc l'anthropologie, on peut considérer, enfin, on considère généralement qu'il y a 2 branches. Il y a l'anthropologie physique, traditionnellement on l'appelait l'anthropologie physique. Aujourd'hui, on va avoir plutôt tendance à parler d'anthropologie biologique. Donc c'est, la branche, la sous-branche de la discipline qui, s'intéresse aux aspects biologiques de l'espèce humaine. Donc anthropo, on parle bien d'espèce humaine, c'est la même racine que vous avez dans anthropocène, par exemple. Hem et si vous voulez, l'anthropologie physique ou biologique, sa finalité, c'est d'appréhender, en fait, l'espèce humaine dans une perspective phylogénétique. Donc, elle s'intéresse, en fait, au processus évolutif, à l'évolution, de l'humanité sur le temps long et qui, inclut, en fait, souvent nos plus proches cousins, donc notamment les grands primates. Ce qui implique c'est une discipline qui va, impliquer, en fait, des passerelles avec, d'autres disciplines telles que la primatologie, la paléobiologie ou l'écologie aussi. Enfin bref, énormément de, sous-champs, disciplinaires de la biologie. Donc à côté de ça, vous avez l'anthropologie sociale et culturelle, qu'on peut aussi appeler ethnologie. Qui elle va s'intéresser donc toujours à l'espèce humaine, mais dans une perspective sociale. Donc qui va s'intéresser aux aspects culturels, symboliques, aux pratiques, aux formes, d'organisation sociale, aux croyances, aux rituels et cetera. Donc ici, on est dans une perspective qu'on peut dire, anthropocentrée, donc qui s'assume en tant que telle. On s'intéresse, à l'espèce humaine, aux cultures humaines. J'insiste sur ce point parce que par hasard, donc même si ma formation initiale c'est, alors la sociologie politique, mais, du fait, de ma thématique de recherche, donc à savoir la domesticité en Bolivie et au Pérou, je me suis beaucoup retrouvée en fait, à travailler sur les questions de parenté dans une perspective anthropologique. Hem, mais donc il se trouve que pour tout un tas de raisons, j'ai poursuivi ensuite des études, en psychologie, en particulier en psychotraumatologie et que je suis actuellement, en master de biologie comportementale. Donc ma discipline, d'ancrage première reste, profondément, on va dire la socio-anthropologie, les sciences sociales. Hem Mais en fait, dans ma thèse, je me suis retrouvée à beaucoup travailler sur les questions de violence intrafamiliale et ce faisant, à travailler sur les questions des conséquences de ces violences-là et donc au trauma. Heu et pour s'intéresser au trauma, c'est difficile, de complètement ignorer d'autres disciplines, telles que les neurosciences. Ce qui explique, mon parcours un petit peu atypique. Donc j'insiste sur cette question de perspective anthropocentrée puisque aujourd'hui, il y a plein de travaux qui démontrent qu'on a, heu, aussi des cultures chez les animaux. En fait, on a de l'apprentissage, on a la transmission culturelle qui se fait. Voilà, parenthèse fermée, mais donc on est dans une perspective anthropocentrée, heu et historiquement qui était aussi occidentalocentrée. Donc je vais revenir sur ce point évidemment. Et en termes de terminologie, donc l'ethnographie, hem, voilà, j'imagine que c'est un terme que vous avez beaucoup, entendu, en méthodologie. L'ethnographie, c'est la méthode de recueil des données, propre à l'anthropologie sociale et culturelle, mais qui est aussi, devenue par la suite, heu, une des méthodes, phares de la sociologie ou de la science politique. OK. Donc historiquement, en fait, la séparation entre les 2 était tout sauf claire. Hem, alors, surtout si on remonte à avant le 19e siècle, heu, où se posaient des questions sur, les origines de l'humanité, le lien avec, les autres, heu, espèces. La question de la comparaison, alors qui a souvent été une comparaison pour se distancier, mais la comparaison avec les autres animaux, remonte à bien avant le 19e siècle et les comparaisons
des pratiques culturelles des différentes sociétés et évidemment aussi antérieure au 19e siècle et n'est pas propre du tout, n'est pas le propre des sociétés occidentales. Je vais y revenir aussi. Mais tout particulièrement au 19e siècle, on a un contexte euh, où on est dans un contexte colonial, où la course à la conquête coloniale bat son plein. Et où dans ce contexte-là, le darwinisme social aussi connaît donc son apogée. Et où dans cette perspective-là, on va, si vous voulez, beaucoup se baser sur des caractéristiques, alors soit morphologiques, soit de l'environnement physique, des caractéristiques écologiques. Les scientifiques de l'époque vont se baser sur ces deux grandes variables-là pour expliquer les différences sociales entre différences entre cultures et en particulier, si vous voulez, évidemment, on est dans un contexte qui est très orienté politiquement. Ça va évidemment toujours être mis plus ou moins explicitement euh, rarement très consciemment, mais ça n'en était pas moins le cas, au service de l'entreprise coloniale pour tracer une frontière entre nous, les civilisés colonisateurs, et les peuples qui étaient sous le joug colonial, donc pour légitimer leur asservissement. Donc voilà, vous avez très certainement entendu parler de la phrénologie, donc toutes les pratiques de mesure du crâne, de toutes les mesures morphométriques en fait qui vont avoir été voilà, mises au service de l'entreprise coloniale. Donc à l'époque, on va expliquer aussi des différences supposées de tempérament par des différences climatiques. Donc voilà, liées à tel peuple habite dans des climats, dans des régions plus chaudes et humides, et voilà, ça détermine tel type de tempérament chez cette société, et donc tempérament évidemment inférieur, qui donc servait à légitimer le fait d'asservir ces populations. Donc, au début du 19e siècle, on commence à avoir un mouvement anti-évolutionniste et, si vous voulez, un désencastrement, un mouvement d'autonomisation des sciences sociales, donc basé sur le principe durkheimien selon lequel on explique le social uniquement par le social. Donc, on ne va pas chercher dans la biologie, la morphologie, l'écologie pour expliquer du social. Le principe durkheimien, c'est celui-ci et qui donc, à l'époque, on a une tendance globale donc d'autonomisation des sciences sociales, y compris l'anthropologie, avec donc une émergence de l'anthropologie sociale et culturelle euh, à part entière. Toujours est-il, je pense que c'est important de le préciser, que la frontière disciplinaire, même encore aujourd'hui, elle n'est pas si nette que ça. Déjà parce que les anthropologues physiques, excusez-moi, les restes de ma grippe qui font que je n'ai pas pu vous faire cette vidéo la semaine dernière comme je l'avais initialement prévu. Donc les anthropologues physiques n'ignorent pas complètement les pratiques et les croyances culturelles et le rôle qu'ils ont pu jouer dans les processus évolutifs et vont parfois, encore aujourd'hui, on a donc des tendances comme la sociobiologie, qui vont expliquer donc des phénomènes socioculturels par euh, des processus d'ordre biologique. Même si aujourd'hui, je dirais que finalement, bon, enfin les courants sont très variés, mais par exemple en éthologie, euh, la frontière nature-culture, enfin le débat binaire, dichotomisant, opposant de manière radicale nature et culture a quand même été transcendé depuis un bon moment. Mais voilà, toujours est-il que par ailleurs, on a des traditions qui peuvent énormément varier en fonction du contexte national. Par exemple, en France, les anthropologues physiques vont être beaucoup plus souvent rattachés à des équipes alors d'archéologues, mais aussi beaucoup de paléontologues, d'anatomistes, alors que dans le monde anglophone, et tout particulièrement au Canada,
ils vont être pleinement intégrés, en fait, dans les départements d'anthropologie et donc il va y avoir beaucoup plus de dialogue entre, des personnes qui ont été formées, plutôt à l'anthropologie physique et d'autres à l'anthropologie sociale et culturelle et généralement, les formations, des uns des unes comme des autres, heu, va, comporter, des éléments des 2 sous-disciplines, en fait, beaucoup plus que chez nous. Alors qu'est-ce que je vous ai mis? Oui, alors on a, donc je ne sais pas, j'espère que vous voyez cette image. Là, c'est, une des premières images, qui est proposée par Google quand, je tape les mots-clés anthropologie ou anthropologie physique. Donc, ouais, ce que je vous disais, on a une approche, heu, phylogénique, donc qui s'intéresse au processus évolutif et écoutez, bah, on voit, là qu'on a toujours, on n'est pas sorti, de ce qui a profondément, été le creuset de la discipline, à savoir une perspective à la fois très ethnocentrée, pour ne pas dire raciste et très androcentrée. Vous voyez ici, que, anthropo, donc espèce humaine, se retrouve représenté par un homme blanc, incarné, hem et on est encore et ça va vraiment être quelque chose que je vais, essayer de beaucoup, vous amener, de vous démontrer dans ce cours, on n'est pas sorti. Bon évidemment il y a des progrès qui ont été faits, mais l'amalgame, la métonymie qui consiste à considérer que les hommes blancs sont toujours les représentants par défaut de l'humanité est, toujours, d'actualité en fait. Alors, ma slide suivante, pourquoi ça n'avance OK. Là, je vous avais mis, un manuel, un des manuels, de référence possible, mais qui est un que j'aime bien, que je trouve assez accessible et hem, voilà, facile à lire et qui en même temps, heu, me paraît assez complet et qui pose notamment la question, qui est le titre, de cette slide, c'est: «L'anthropologie est-elle un outil heu, au service de la domination coloniale historiquement? Ou est-ce que, l'anthropologie, c'est, finalement une disposition d'esprit, une curiosité qui serait un peu universelle et qui est pas du tout le propre de l'Occident? Alors tout dépend comment en fait, les 2 manières de comprendre l'anthropologie sont possibles. Évidemment que les occidentaux ne sont pas les seuls à s'être, intéressés, à avoir produit des écrits, hem, sur, des sociétés, autres que la leur, avec une pour finalité de comprendre le mode de fonctionnement, de restituer et de donner à connaître le fruit de leurs observations et de leurs réflexions. Pour autant, l'anthropologie en tant que discipline, donc avec, si vous voulez, ses que discipline institutionnalisée, donc avec, ses grands courants, ses, institutions, ses, comment dire? Les sociétés d'anthropologues avec des revues académiques spécifiques, des critères donc d'évaluation par les pairs et cetera. Là, en revanche, oui, il est vraiment impératif d'avoir à l'esprit que c'est une discipline qui est indissociable de l'entreprise coloniale, qui est née dans un contexte d'expansion coloniale, des Européens à partir du, XVIe siècle et qui, est née pour servir, enfin, en tout cas qui, heu, est indissociable, de cette finalité-là de oui, de servir cette entreprise coloniale. On avait un rapport qui était, non seulement donc utilitariste, c'était comprendre les autres peuples pour pouvoir, légitimer en fait, le leur domination et pour aussi comprendre comment mieux les asservir. Donc comprendre comment ils fonctionnaient, quelles étaient, voilà les logiques, de pouvoir en leur sein, les dissensions entre les différentes sociétés, pour pouvoir notamment, diviser pour mieux régner, pour savoir comment, traiter,
interagir avec les chefs de différentes populations, de différentes tribus ou villages, ou voilà, toutes les sociétés n'étaient évidemment pas euh, comment dire, parmi les sociétés colonisées, ayez bien à l'esprit que ce n'était pas que des sociétés tribales. On avait aussi des sociétés qui étaient déjà des empires, alors certaines plus ou moins sur le déclin, euh, mais voilà, interagir donc avec aussi des rois, des empereurs, etc., d'autres sociétés. Donc il y avait vraiment, euh, voilà, c'est important de comprendre que la discipline est née dans ce creuset euh, utilitariste et profondément oppressif, pardon. Et que d'ailleurs la frontière, en fait, entre sociologie et anthropologie ou ethnologie, elle est complètement arbitraire, et elle est vraiment empreinte de cette histoire coloniale-là. En fait, c'était, si vous voulez, l'Occident, heu, donc les sociétés qui, à l'époque, s'estimaient, civilisées. Là, c'était, le terrain de jeu de la sociologie, et puis, les sociétés civilisées, hem, donc, à l'époque, on parlait de sociétés primitives, hein, là, c'était le domaine de l'anthropologie. Donc les anglophones parlent de West versus the rest. Donc ça a été, la frontière, arbitraire historique. Petit à petit, en fait, la frontière, bon, à la fois purement topographique, mais géopolitique entre les 2 s'est progressivement estompée, notamment dans le contexte des décolonisations. Puisqu'à ce moment-là, il a fallu que les anthropologues, se rapatrient, en fait, chez eux, puisqu'ils étaient devenus, dans beaucoup de contextes, impossible pour des anthropologues, occidentaux, et a fortiori, du pays colonisateur, donc typiquement, la France, d'aller, faire du terrain donc les anciennes, dans les anciens territoires colonisés, par la France. Donc à ce moment-là, heu, on a commencé, l'anthropologie en fait a commencé à se pencher sur, en fait des sociétés, plus, proches de, voire la société même dont, est issu l'anthropologue, mais avec toujours malgré tout un processus d'altérisation puisque, à ses débuts, cette anthropologie-là donc qui, s'intéresse aux sociétés occidentales, s'intéressait quand même aux autres parmi nous, notamment aux ruraux, en fait. Heu, on a beaucoup eu, voilà, cette tendance-là. Aujourd'hui, si vous ouvrez, voilà, n'importe quel, numéro récent d'une revue d'anthropologie, vous allez avoir aussi bien des articles de sociétés, des pays du Sud, que ça soit, des sociétés finalement, voilà, urbanisées, fortement occidentalisées, ou des sociétés encore, bon, des sociétés non contactées, il y en a plus beaucoup, mais qui, vivent encore de manière, relativement traditionnelle, et vous allez avoir aussi, voilà, Heu, des travaux qui peuvent, porter par exemple, si je pense à la parenté, vous allez avoir, des travaux qui vont s'intéresser, je sais pas, des travaux d'anthropologie sur, la PMA, aux États-Unis, vous voyez? Voilà, donc toute cette histoire-là, vous pouvez la retrouver, de manière beaucoup plus détaillée, sur plein de supports. Je vous ai mis quelques textes, un petit lien YouTube, c'est vraiment une synthèse, hem mais qui est bien fichu, voilà, vous pourrez aller explorer ça plus en détail. Je vais pas, lire là les PowerPoint, comme je vous dis, c'est vraiment pas ce qui me paraît le plus intéressant. Enfin, je vous invite évidemment à lire, ce que je vous ai mis sur les grands courants, hem, mais là, voilà, j'aurais pas grand-chose de plus à apporter, que, ce qui figure, sur le PowerPoint, et comme je vous disais, dans les cours suivants, on va, explorer ça, à travers donc la problématique de la parenté. Je voulais enfin terminer cette introduction un peu sur, le genre,
puisque c'est un concept dont je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de nombreuses fois, mais qui, vous savez, bah, justement, qui est un peu une des grandes questions de l'anthropologie. C'est pas parce que quelque chose est familier qu'on le connaît si bien que ça. Et parfois, on peut se faire prendre au piège justement de la familiarité. Et qu'il y a plusieurs manières d'appréhender le genre. Donc, je voudrais prendre le temps quand même de revenir sur euh, moi, la manière dont je le conceptualise et dont je vais l'utiliser, euh, l'approche théorique en fait qui va être adoptée tout au long de ce cours. Donc, une des pionnières, bien sûr, dont vous avez très certainement entendu parler, c'est Margaret Mead. La question, en fait, le genre, la pensée, la théorisation du genre doit beaucoup donc à l'anthropologie, tout particulièrement à Margaret Mead, notamment à ses travaux euh, sur en fait, les régimes de ce qu'on appellerait aujourd'hui les régimes de genre. Donc, elle, à l'époque, elle parlait de tempérament sur trois sociétés de Nouvelle-Guinée, donc les Chamboulis, les Mundugumor et les Arapesh. Euh, c'est l'objet, je reviens beaucoup plus en détail sur ces trois sociétés-là et sur les apports à la fois pionniers des travaux de Margaret Mead, mais aussi sur les critiques qui ont été faites à ces travaux dans le cours magistral numéro 2. Donc vous avez donc déjà à disposition le PowerPoint et l'enregistrement audio. Donc là, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. Euh, je voulais quand même vous dire que, en fait, avant, finalement, de manière un peu paradoxale, avant d'être adopté par les sciences sociales, le concept de genre a d'abord été capté par la sphère médicale et psychologique, psychologie psychiatrique aux États-Unis. Deux noms à retenir, John Monnet et Robert Stoller, donc dans les années 60. Donc, John Monnet, donc, qui était psychologue et sexologue à l'université de John Hopkins. Si vous voulez, lui, donc, il connaissait les travaux de Margaret Mead et il va s'être intéressé donc à ce qu'on appelait à l'époque l'hermaphroditisme. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'intersexualité. Donc, quand il y a indétermination sexuelle, donc quand un une personne humaine n'est ni clairement identifiée donc, physiologiquement, morphologiquement comme disons, femelle ou mâle. Euh, et il va s'intéresser, si vous voulez, donc à ces configurations d'ambiguïté sexuée euh, pour si vous voulez, il s'inscrit dans une perspective behavioriste. Donc, le behaviorisme, c'est un courant de psychologie qui a eu le vent en poupe et qui a même vraiment dominé la psychologie états-unienne des années, on va dire 30, 40 jusqu'aux années 60, qui postulait que, en fait, tout était appris. Enfin, tout pouvait être appris et par des mécanismes donc, qui va mettre au jour des grandes lois de l'apprentissage et qui seraient communes aux différentes espèces. Le behaviorisme va s'être intéressé alors bon, principalement aux rats et aux pigeons, donc aussi aux humains, euh, pour démontrer en fait qu'il n'y a pas de et en particulier chez l'humain, pas de déterminisme biologique, que ce que va être capable d'apprendre et de produire en termes de comportement un être humain va être le fruit d'un apprentissage donné lié à un contexte donné, notamment un contexte social. Euh, et je voulais vous dire quelque chose sur le behaviorisme, mais qui vient de m'échapper. Donc, un des grands noms à retenir, c'est Skinner sur le behaviorisme. Je ne sais plus, je me suis perdue dans les méandres de mes pensées. Veuillez m'excuser. Donc, cette approche-là, donc, il n'y a pas.
Ah, excusez-moi, je sais que je voulais vous dire quelque chose, mais ça ne me revient pas. Bon, c'est pas très important. Hem, ah oui, c'est ça. Hem, Cette approche-là considère qu'on ne peut pas avoir accès aux états mentaux des individus. Heu, En tout cas pas de manière scientifique et a fortiori quand on s'intéresse à d'autres espèces que l'espèce humaine. Donc, elle va, considérer ça comme une boîte noire qu'elle ne va pas explorer du tout, et que la seule chose qu'on puisse observer et comprendre avec la méthode scientifique, c'est, qu'est-ce qui arrive comme stimuli et qu'est-ce qui est produit en termes de comportement. Donc de behavior, du behaviorism. OK? Donc John Monnet, il va s'inscrire dans cette perspective-là et il va considérer, que les comportements, heu donc qui sont considérés traditionnellement comme étant propres aux femmes et propres aux hommes, en fait, ne sont pas le produit d'un déterminisme biologique, mais d'un apprentissage et donc que quand on a, une situation d'hermaphrodite, donc comme il disait à l'époque, d'intersexuation, en fait, on va pouvoir fabriquer plus ou moins de toutes pièces une fille ou un garçon. Comme je vous disais, donc tout est appris, il n'y a pas de déterminisme biologique, tout est appris, tout peut être appris en tout cas. En fait, si vous voulez, on parle de construction sociale, hein, avec ces termes de psychologue, mais c'est ça l'idée. Et donc, mais derrière, il y a une perspective normative très forte. Il y a l'idée qu'on ne peut pas laisser ses enfants comme ça et qu'il faut faire un choix, trancher dans le vif et qu'on peut, en faire, heu, de toutes pièces un garçon ou une fille. Et donc, non, je vais y revenir après parce que, la réalité lui a pas tellement, enfin, lui a donné, raison jusqu'à un certain point. Et donc l'autre grand nom, hem c'est, Robert Stoller qui lui va s'être intéressé plutôt à la question donc, à l'époque on parlait donc je c'est les termes de l'époque, hein, il est bien en tête, je vous recontextualise dans, le contexte d'émergence, de ces questionnements-là. Donc à ce qu'on appelait à l'époque le transsexualisme, donc aujourd'hui on parlerait plutôt de transidentité. Donc, lui, il va, plutôt théoriser, si vous voulez, la différence, en fait, entre donc ce qu'on qualifierait aujourd'hui d'identité de genre et d'orientation sexuelle. Parce que pendant très longtemps, il y a eu une confusion entre les 2. On avait l'idée qu'une personne, homosexuelle, donc par exemple, un homme homosexuel, en fait, était, une femme à l'intérieur et que c'est pour ça qu'il voulait être avec un homme. Il y avait une confusion donc, Stoller nous dit une confusion entre, being a woman or a man and wanting a man or a woman. Il y avait une confusion à l'époque, il y avait un amalgame entre identité de genre et orientation sexuelle. Donc, si vous voulez, si John Monnet a permis de enfin permis, a théorisé dans le sillage de Margaret Mead la distinction entre sexe, donc ce qui serait de l'ordre du morphologique, et genre, ce qui serait de l'ordre du social et qui peut être appris. Stoller, lui, il va opposer, identité de genre et orientation sexuelle. Ayez bien en tête que les années 60, c'est le moment où le macartisme bat son plein aux États-Unis. Donc, hem, il y a aussi paradoxalement, ça peut peut-être vous paraître surprenant aujourd'hui, au vu des combats, heu, voilà, pour les droits des personnes trans, qui sont encore en construction. Mais à l'époque, quelque part, heu on peut être dans une forme d'entreprise de normalisation aussi, notamment en fait pour les personnes, homosexuelles. Se retrouver, identifiées justement sous la bannière de la transidentité pouvait être quelque part une manière d'échapper à la persécution parce que c'était, les personnes homosexuelles en particulier, les hommes, non pas que les femmes, n'étaient pas persécutées, mais elles étaient comme toujours, moins vues. Hem,
et moins prises au sérieux aussi, quelque part, dans leur homosexualité, puisque ce qui définit la sexualité, en Occident, c'est l'existence d'une pénétration, en fait. Donc, pour faire court dans ce contexte-là, finalement, est-ce que, bon, des lesbiennes, ensemble, à partir quand je dis pénétration, c'est pénétration, pénienne. Bon, je m'égare un petit peu, mais ayez bien en tête, toujours, c'est quelque chose sur quoi je vais beaucoup insister, le contexte, socio-historique d'émergence des théories. Et donc, si vous voulez, à l'époque, il va y avoir un cas particulièrement, en fait, célèbre, autour de cette question d'identité de genre et son caractère, complètement, hem, comment dire? Qui peut être complètement, «fabricable sur mesure» entre guillemets. Donc c'est le cas, John Johan, donc qui était, initialement, un petit garçon, identifié, comme tel à la naissance et qui s'est retrouvé, à être amputé du pénis, après un accident, qui a eu lieu donc, alors qu'il avait même pas 1 an. Et en fait, sur le conseil de John Monnet, en fait, cet enfant, va être opéré. En fait, on va aussi procéder à une ablation des testicules et cet enfant va être élevé comme une fille. Et en fait, à l'époque, ça va être, un peu le laboratoire d'expérience, de Monnet pour montrer, le triomphe du behaviorisme et de la capacité à, fabriquer, sur mesure, bah, une petite fille ou un petit garçon en fonction de l'éducation qu'on va lui avoir donnée. Sauf qu'en fait, malheureusement, la théorie va être, démentie et de manière assez tragique, puisqu'en fait, c'est seulement en fait, cette personne-là, ne s'est jamais sentie à l'aise avec l'identité de fille qui lui avait été assignée, et va avoir réclamé, jusqu'à la fin de sa vie, en fait, le droit d'être, reconnu comme un homme et qui va, en fait, avoir fini par se suicider, malheureusement. Donc qui à ce moment-là se faisait appeler David Reimer, et donc l'analyse de Judith Butler de cette histoire-là, c'est qu'en fait la seule manière, d'échapper à l'emprise médicale sur son corps, heu, aura été la mort par suicide. Donc voilà, il faut bien avoir en tête que, quelque part on a, le genre comme concept avant d'être un concept, entre guillemets, enfin de théorisation du réel, va avoir été aussi, très prescriptif et très normatif, d'accord? Et avec quelque chose qui finalement restait non seulement dans une logique de binarité du genre, mais quelque part aussi qui n'interrogeait pas du tout les frontières et finalement, hem, au-delà de la question des rôles, qui n'interrogeait pas, les rapports de pouvoir. OK? Et c'est pour ça que ces années, je vais finir là-dessus, aujourd'hui, je suis désolée, je suis encore, vraisemblablement fatiguée de ma grippe, donc voilà, je vais finir là-dessus pour pas, trop, que vous perdiez en qualité de contenu, en lien avec ma fatigue. Donc, aujourd'hui, la manière dont je souhaite vous proposer de définir le genre, elle se base, sur, la définition qui est, proposée, par Bérénice Chauvin, Jaunet et Révisard, donc dans un manuel, qui s'appelle «Introduction à Gender Studies», manuel des études sur le genre. Vous avez la référence là dans la slide, que vraiment je vous recommande. Moi, c'est vraiment une très bonne porte d'entrée sur ces questions-là. Donc, le genre est une construction sociale. Premier point. Bon, ça, normalement, c'est quelque chose, en troisième année de sociologie, c'est assez clair pour vous. C'est un processus relationnel, c'est-à-dire que, heu, même si on s'intéresse uniquement aux masculinités ou aux, je sais pas, aux femmes ouvrières, disons, au Bangladesh, par exemple, hem il faut toujours avoir à l'esprit que même si c'est légitime, hein, de choisir un sujet spécifique, mais de ne pas isoler. Dans la manière dont on va conduire notre analyse, de ne pas isoler,
les femmes et les hommes, ne pas isoler juste une des deux pièces de la monnaie, ou plus, ou voilà, les deux pièces, voire plus, si on sort d'une perspective de binarisation, mais j'y reviens. Euh, le genre, euh, tel que je l'entends, est un principe de bipartition du réel. D'accord? Donc, même si certaines sociétés, en fait, reconnaissent, ça aussi, ça va être une des grandes thématiques des séances, notamment de la séance 6 du cours, reconnaissent d'autres genres, généralement, ça ne fait pas disparaître pour autant, euh, comment dire, ça n'invalide pas euh, la division en femmes et hommes, qui généralement est une division hiérarchisante. Donc on en arrive à mon troisième point, enfin le troisième point de cette définition-là, c'est un rapport de pouvoir. Ça, c'est vraiment fondamental. Je reviendrai dessus aussi plus en détail dans la séance 5. On a souvent tendance aujourd'hui dans une sorte de vulgate un peu du genre, où certaines approches sociologiques que j'estime être un petit peu acritiques sur le genre, à juste le comprendre en termes d'identité et à symétriser les rôles respectivement assignés aux femmes et aux hommes. Bien sûr, cette question-là existe, mais ayez bien en tête que, je vais vous le dire de manière un petit peu caricaturale, mais ne pas avoir droit d'être, enfin, ne pas avoir droit, pouvoir rencontrer des difficultés à être assistante maternelle euh, ou sage-femme, d'ailleurs, les hommes réclament l'usage du terme plutôt maïeuticien et maïeuticienne, qui est du coup non genré. Mais ce n'est pas symétrique, donc de ne pas pouvoir, ou de rencontrer des difficultés, éventuellement du stigmate, si on est assistant maternel, et ne pas pouvoir être président de la République, ou présidente plus exactement de la République, vous voyez. Donc c'est vraiment important que vous appréhendiez vraiment le genre comme ce principe diviseur de bipartition du social, mais de bipartition hiérarchisée. Juste pour revenir, donc ce que Margaret Mead va avoir montré, c'est plutôt les deux premiers, là où elle a fait rupture, c'est plutôt sur les deux premières facettes, construction sociale, processus relationnel. Elle n'est pas dans la perspective rapport de pouvoir, et la question des rapports de pouvoir n'est pas du tout interrogée non plus, comme je vous disais, donc par Monet, Stoller et leurs épigones. On est voilà, dans une perspective en termes de rôle, d'identité, avec quelque chose de l'ordre de la symétrisation euh, de l'identité assignée aux femmes et aux hommes respectivement, et l'éventuelle place que peuvent trouver là-dedans les personnes qui ne seraient ni l'un ni l'autre. Le genre est imbriqué à d'autres rapports de pouvoir. Donc là, c'est la nécessité d'avoir toujours une approche relationnelle quand on est que ce soit femme, homme ou personne trans ou personne intersexe. On est toujours inscrit aussi dans d'autres rapports de pouvoir, principalement la classe et la race. Évidemment, j'espère aussi que c'est quelque chose qui, à ce stade, est clair pour vous. Quand on parle de race, en sciences sociales, on ne prête aucun crédit à toutes les théories biologiques de la race. Ça n'a pas d'existence biologique, absolument pas. Mais il y a bien, comme l'expliquait notamment Colette Guillaumin, il y a bien une existence sociale et une efficacité sociale de, là aussi, ce rapport de pouvoir qu'est la race, et qui là aussi euh, est dichotomisante. Il y a une bipartition du monde qui est une bipartition hiérarchisée en blanc et non blanc, quelle que soit l'échelle de colorimétrie qui soit utilisée. En fait, plus on s'éloigne du blanc, plus on se retrouve du mauvais côté de la barrière, du côté opprimé. Euh, et donc, oui, évidemment, il peut y avoir des sous-dynamiques. Mais comme ils le disent, c'est un peu la même chose avec le genre, même dans des systèmes qui ne sont pas si binaires que ça. En fait, il y a quand même
une hiérarchisation avec d'un côté, généralement, ce que, par exemple, on va appeler chez nous donc les hommes cisgenres et de l'autre côté de la barrière, les autres. OK? Donc imbriqué d'autres rapports de pouvoir et le cinquième point qui, me semble-t-il, celui-là, c'est moi qui l'ai rajouté, heu, je ne sais plus, il est peut-être bien dans le manuel. Genre sert aussi à signifier d'autres rapports de pouvoir. Donc c'est lié au point précédent, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est, si vous voulez, par exemple, quand on va chercher à discréditer, quelqu'un ou dans les insultes, dans la cour de, récré, bah, traiter quelqu'un de pédé, de tapette, de «tu fais ta fille», «tu fais la meuf». Vous avez entendu ça? «Tu fais la meuf». Ça, c'est quelque chose qu'on entend, je pense, dans votre génération, dans la mienne, moi je suis un petit peu au-dessus, mais juste, tout petit peu plus jeune que moi, c'est quelque chose qu'on entend. Ça sert à signifier, d'autres rapports de domination, que ça soit, structurel, donc historiquement, le genre a aussi, permis de signifier la race, notamment là-dessus, donc d'asseoir le système, de domination raciste coloniale. Et encore aujourd'hui, vous allez avoir, eh bien, par exemple, pour, stigmatiser les arabes et ou les musulmans, on va beaucoup utiliser une vision, comment dire? La question du genre va se trouver au cœur de ces discussions avec, supposément, ils opprimeraient leurs femmes, bien plus que les occidentaux. Aucune statistique à l'appui, bien sûr. Hem et historiquement, oui, voilà, j'allais vous dire, on avait généralement, soit pour justifier, l'oppression des peuples colonisés, on avait, notamment vis-à-vis des hommes, soit une bestialisation qui était en fait, si vous voulez, leur masculinité était toujours définie comme n'étant pas civilisée. Soit, ils étaient trop virils et donc bestialisés, et qualifiés comme barbares, soit insuffisamment virils. Typiquement en Amérique latine, donc efféminés et donc là aussi ça légitimait, l'oppression coloniale. Hem, au en Amérique latine, je vais y arriver, typiquement les noirs, les afro-descendants historiquement étaient, théorisés, étaient décrits, représentés, voilà, dans les représentations, dominantes comme étant survirilisés, et donc étant des violeurs en puissance, hein, l'idée c'était un peu ça là. A fortiori aux États-Unis, là on revient aux États-Unis, mais cette image-là, heu, de cet imaginaire des hommes noirs comme étant des violeurs en puissance a émergé à partir, de l'abolition de l'esclavage. Ça, c'est vraiment important. Ça a vraiment été une des pièces, maîtresses de la rhétorique, post-esclavage de: «Ah bah, maintenant qu'ils sont plus, hem, nos propriétés, attention, ils représentent un danger en liberté dans la nature et un danger pour nos femmes». Hem, alors qu'évidemment, ce qui est donc une inversion, heu, à la fois patriarcale et raciste, hein, puisque, l'écrasante majorité des viols, heu, interraciaux étaient des viols commis par les hommes blancs, sur les femmes noires. Donc je reviens à l'Amérique latine. Donc survirilisation, des hommes noirs et dévirilisation des hommes andins, hein. Les hommes andins, quechua, aymara par exemple, étaient considérés comme ayant une espèce de sexualité, atrophiée. Et ça, c'est des représentations qui persistent jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Donc le genre sert à signifier d'autres rapports de pouvoir et donc je vous disais soit structurel, mais aussi interpersonnel, comme je vous disais donc par exemple, voilà, bah, si on veut rabaisser un collègue de travail, le déviriliser est une bonne manière de faire. Hem et plus largement, c'est ce que je vous ai mis, la cosmologie du genre. Le genre en fait, colore, hem, notamment toutes les paires conceptuelles que vous allez avoir qui sont généralement donc des paires conceptuelles là aussi hiérarchisées, hein. Nature, culture, heu, corps, esprit, émotion, raison.
public-privé, et cetera. Tout ça, ce sont des dichotomies conceptuelles qui sont éminemment genrées et qui servent à penser le monde, mais qui servent à le penser d'une manière qui est, si vous voulez, sous-tendue par, ce rapport de pouvoir qui est le genre. OK? Sur la cosmologie du genre, j'y reviendrai de manière beaucoup plus détaillée, dans le cours numéro 5. Mais voilà, je pense que là, j'ai fait le tour, ouais, voilà, donc là, c'était, en gros le contenu du cours magistral 1. C'est les éléments que je souhaitais que vous ayez, pour pouvoir naviguer dans la suite du cours. J'espère que malgré ma fatigue, j'ai réussi à être suffisamment claire et j'espère pas trop confuse dans mes digressions. N'hésitez pas si vous avez des questions, il y a le forum évidemment qui est à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer des mails aussi et comme je vous disais, je vais réfléchir, à vous proposer, au moins un, mais idéalement, 2 créneaux interactifs, pour pouvoir, voilà, répondre à vos questions. Hem donc je vous tiendrai au courant de la suite. Je vous souhaite, une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où, vous visionnerez cette vidéo et encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a besoin.